Donc un poème, passage temporel qui nous vient de Narbonne. Passage temporel. Au coin du futur, sur le carrefour de l'oublié, je l'ai croisé, le présent devenu passé. Il est revenu avec sa nonchalance, laissant derrière lui la mer de la malchance. Dans la nébuleuse pleureuse du passé frileux, le présent se lasse dans le miroir ténébreux de supporter le prix écrasant des massacres et de disparaître dans le futur au goût âcre. Dans ce grand royaume où sont passées les erreurs, se libère présent la conscience avec rigueur. Il achève son mandat et laisse place au suivant. Malgré son importance, il reste peu longtemps. Le présent dépend de ce que son père fut. Or, dans cette famille, les temps sont parfois confus. Comme un enfant perdu, il ne sait où aller, car dans le brouillard, personne ne peut le guider. Maintenant, un poème qui nous vient de Roumanie, en toute simplicité. Débutant à présent, enthousiastes, Curieux, nous sommes tous différents, dans la classe ambitieux. Nous répondons présent, Nous aimons, nous rions, partageons et vivons, toujours au présent. Qu'est-ce que c'est le présent? C'est un nom, c'est un temps, un moment insuffisant, c'est un don. Il est où le présent? Il est ici, il est maintenant, aujourd'hui. Sans bruit, silencieux et fidèle, il est bien éphémère. C'est à qui le présent? C'est à toi, c'est à moi, c'est à nous. La présente leçon sur le présent. C'est un présent si précieux, c'est un message pour tout le monde. Les yeux grands ouverts sur l'instant présent. Et maintenant, nous allons poursuivre avec deux nouvelles qui s'interrogent sur notre présent toujours, mais avec un regard sur notre société. La France, un présent tumultueux. Alors, dans la catégorie, il est écrit la France, passé tumultueux. Et là, un présent tumultueux. Alors, je ne sais pas, mais il nous vient d'Agde en tout cas. C'était le milieu du mois d'octobre, dans une petite boulangerie de province. Un couple se battait pour maintenir leur commerce. Géraldine et Bernard avaient de grandes difficultés financières. Ils avaient une ouvrière pâtissière prénommée Lucie. Géraldine, comme tous les matins, allait récupérer son courrier. Une lettre bleue retint son attention. Elle l'ouvrit. Au fil de la lecture, elle se décomposa de plus en plus. La patronne appela son mari, lui fit part du sombre contenu de cette lettre. Après réflexion, ils n'envisagèrent qu'une seule solution, licencier Lucie. Comment, après tant d'années de labeur, tout pouvait basculer ainsi? Une chute vers les enfers les attendait à présent. Comment aller vers la lumière? L'épouse, qui était aussi vendeuse, fut obligée de diminuer son salaire. Malgré tout, le couple ne pouvait subvenir à leurs besoins. Les époux savaient que la boutique n'était pas aux normes et commençaient à être anxieux à l'idée de la venue d'un inspecteur. Toute cette pression fut révélatrice lors de la visite de l'inspecteur du coin. Il arriva dans la boulangerie, le couple se lança un regard d'appréhension. Il fit le tour de cette petite boulangerie bessanaise et ne put que conclure que les mesures d'hygiène étaient satisfaisantes. Il scruta ensuite les contrats des employés. Il fut alerté par celui de Géraldine. L'examinateur leur indiqua que la situation de Géraldine n'était pas tolérable et qu'il devait y remédier sur le champ. Aussitôt, des querelles les submergèrent. Comment réussir à sortir de ce tourbillon infernal dont le duo ne voyait plus la fin? Une immense déception vint accabler leur présent. Les disputes assombrissaient leur journée. Depuis des années, le même sujet venait tordre le cœur de Géraldine et le consumer à petit feu. Bernard était stérile. Le lendemain matin, Géraldine se rendit à la manifestation des Gilets jaunes pour exprimer son mécontentement contre le pouvoir d'achat. Une grogne populaire montait en puissance. Le mouvement des Gilets jaunes déferlait dans la France entière. Des marches pacifiques suffisaient à satisfaire les diverses revendications dues aux taxes.
Des autoroutes furent bloquées, des dégradations matérielles des biens publics se multipliaient, des délinquants prenaient plaisir à malmener toutes les personnes qui se présentaient sur leur passage. Certains comprenaient les manifestations des Gilets jaunes, mais ne partageaient pas leur façon d'agir. Le peuple voulait se faire entendre. Les jeunes aussi se mobilisaient pour leur avenir. Quel présent leur était offert ? Les retraités étaient fort dépourvus de la perte de leurs revenus. Toutes les classes sociales étaient présentes pour se révolter contre les abus de l'État. Malheureusement, d'autres profitaient de ce soulèvement pour piller et détruire le patrimoine français. Pendant ce temps, dans le Sud, la relation de Géraldine et Bernard ne tenait qu'à un fil. Ensemble, ils participaient au mouvement avec l'espoir de faire changer les choses. Lors d'une marche pacifique, Bernard fut blessé par un casseur. Le boulanger fut recueilli par les pompiers et hospitalisé. Après cette tragédie, Géraldine sortit de l'hôpital, laissant Bernard seul, accompagné d'un gilet jaune très aimable nommé Gilles. C'était un homme charmant, rempli de conviction et qui arrivait à trouver les mots justes pour la rassurer. Sous l'emprise des circonstances, Géraldine décida d'accorder une certaine importance à Gilles. Elle constatait qu'il était un homme exceptionnel. En effet, elle le trouvait très à l'écoute et courageux. Ils passaient des journées entières à parler de ce qui constituait leur présent. Par un après-midi de novembre, les arbres rougeâtres commençaient à perdre lentement leurs feuilles. Bernard, autorisé à effectuer une sortie de l'hôpital, décida d'inviter Géraldine pour une balade. Géraldine prit conscience que Bernard était son premier amour. Elle retourna voir l'homme qu'elle aimait et lui offrit un nouveau présent, un de ces présents qui parviendraient à renouer les liens entre eux, une enveloppe fortuite. Cette missive contenait-elle ce qu'elle souhaitait depuis quelques années ? Arrivée à l'hôpital, elle s'assit sur le lit, intimidée. « Écoute, dit-elle, le corps battant la chamade. J'ai une très bonne nouvelle, mon amour. » Il adressa un sourire qu'elle lui rendit avec tendresse. « Dis-moi, mon cœur. » J'ai un présent pour toi. Elle lui donna l'enveloppe d'une main tremblante. Il la prit, hésitant, et lut la lettre qui se trouvait à l'intérieur. Ses yeux parcoururent l'horizon des lignes. Des larmes d'eau salée perlèrent au coin des yeux, accompagnées d'un grand sourire rayonnant sur son visage fatigué par un corps malade. Nous pourrons adopter. C'est ce dont nous avons toujours rêvé. Alors, encore une nouvelle qui nous vient cette fois de Nîmes, qui s'appelle Adèle et Lily, qui a été écrite par une classe de 4e et qui traite aussi des sujets de société. Adèle et Lily, deux familles, inégales en richesse, dans l'antique Nîmes, d'où nous vous racontons cette histoire, sont entraînées par d'anciennes dettes à des risques nouveaux, où la rage des dealers souille la main des innocents. L'amour impossible de ces deux opposés a pris naissance sous des étoiles contraires. Ce couple d'amoureux sur les bancs du lycée, dans les problèmes d'argent et de rancœur grandit au sein de l'animosité des quartiers ennemis. Ainsi, les familles détruisent cet amour qui grandit et les amoureux devront se soutenir dans toutes les péripéties. Adèle et Lily sont deux lycéens en terminale. Ils pourraient former un beau couple si leur famille n'était pas opposée par principe à leur relation. C'est pour cette raison qu'ils sont obligés de se cacher. Ils sont très discrets, mais surtout très vigilants. Lily est une fille de 16 ans, à la silhouette élancée, aux longs cheveux bruns, avec des yeux en amande vert. Elle est intelligente, sensible, et a hérité de l'esprit de déduction de son père, le commissaire en charge des quartiers sensibles de la ville. Il est souvent derrière elle pour la surveiller et la soutenir. Adèle, quant à lui, est un garçon plutôt costaud pour son âge. Des cheveux bruns, des yeux noisettes et la peau dorée. Son regard souriant révèle un caractère tendre et attentif. C'est un garçon très sérieux et réfléchi qui s'est donné comme mission de protéger sa mère depuis que son frère aîné a été incarcéré pour trafic de drogue. Il a tendance à cacher ce qu'il ressent derrière des sourires de complaisance. Lily quitte précipitamment sa maison pour rejoindre Adèle comme tous les mercredis après-midi. Mais ce mercredi-là, elle oublie son téléphone dans le salon. Quelques minutes après, son père voit la notification d'un appel manqué sur le téléphone de sa fille et le nom du correspondant est juste un cœur rouge. Arrivée devant chez lui, Adèle vérifie qu'ils n'ont pas été suivis, puis accompagne Lily jusqu'à sa chambre. Adèle conseille à Lily de s'asseoir. Elle obéit et s'assoit le plus près de lui possible.
Elle lui prend la main et d'un regard sincère lui déclare. Je peux tout entendre si ça vient de toi. Tu peux me parler. Je sens que quelque chose ne va pas. Adèle, avec un léger sentiment de culpabilité, réplique. Écoute, je comprendrai qu'après ce que je vais te dire, tu ne veuilles plus de moi. Mais il faut que tu saches, voilà. Mon frère est en prison pour trafic de drogue, en me laissant une énorme dette à payer. Ma mère n'a pas les moyens et je ne veux pas qu'elle assume les conneries de mon frère. J'ai avec moi une grosse somme d'argent. Je ne préfère pas te dire comment je l'ai obtenue, mais après l'avoir livré, je redeviendrai le garçon dont tu es amoureuse. Lily s'énerve. De quoi tu me parles? Tu es le garçon que j'aime? Je suis sûre que malgré ce qui pourrait t'arriver, tu as tout fait pour que ta mère n'en sache rien. Tu aurais dû m'en parler avant, j'aurais pu t'aider. Tu prends d'énormes risques pour ton frère et ta mère. Je suis sûre que si tu n'étais pas avec moi, je serais devenue fou. Moi aussi, je t'aime, Lily. Mais c'est juste que, je ne sais pas, je m'inquiète vraiment pour toi et je ne veux pas que tu aies de problème avec ton père. Et je ne veux pas non plus que ma mère soit harcelée à cause des dettes de mon frère. Dit Adèle soulagée. En se laissant emporter par leur amour, ils s'embrassent. La mère d'Adèle, arrivée juste après eux, a tout entendu. Elle est résolue à ne pas perdre son deuxième fils à cause d'une histoire de drogue. Elle appelle le commissariat. Le commissaire lui assure qu'il va faire son possible pour arriver au plus vite et lui demande de retenir les enfants à l'intérieur tant qu'elle le pourra, car il vient d'être informé que le plus gros trafiquant du réseau des stupéfiants, Zepek, est sur place. Au même moment, la mère aperçoit les enfants se dirigeant vers le gymnase avec un sac. Adèle et Lily sont désormais rejoints par 4 amis. Ils vont derrière le gymnase où l'inquiétant Zepek les attend. Tiens, lui dit Adèle en lui tendant le sac. Et maintenant, laisse-moi tranquille. Mais des policiers les attendent, armés. Le père de Lily arrive, ainsi que la mère d'Adèle. Le couple tente de s'enfuir, mais Adèle reçoit une balle dans l'épaule. Lily s'oppose aux policiers. Elle reçoit alors une balle dans la jambe. Elle était destinée à quelqu'un d'autre. Ils sont tous les deux blessés. Rubrique des faits divers, édition du 15 mars 2019, quotidien local. Une tragédie a touché le quartier du Mas de M mercredi après-midi. 2 adolescents ont été la cible de ce qui pourrait être un règlement de compte lié au trafic de drogue. Pourtant, sur les lieux, au moment du crime, la brigade des stupes n'a pas réussi à empêcher les tirs. Le pronostic vital des 2 jeunes adolescents est engagé, une marche blanche est organisée dans le quartier.